Je vais commencer par un résumé donc, de la leçon précédente. Donc, nous avons vu que donc, la naissance de la théorie des types vient de ce papier de Martin Löf, qui était inspiré par la preuve de normalisation de Girard pour f oméga, qui entraîne la cohérence de l'analyse d'ordre supérieur. Et il est inspiré aussi avec des discussions avec Howard, qui lui a présenté le principe de proposition comme type, analogie entre les propositions et les types. Et donc Martin Löf propose un système avec un type de tous les types. Et ceci introduit naturellement une notion de type dépendant. Nous avons vu la dernière fois pourquoi ce n'était pas absurde. Donc on ne pouvait pas représenter directement le paradoxe de Russell, et il n'était pas absurde d'essayer de mettre au point un tel système. Comme ce système n'a pas de sémantique en théorie des ensembles, Martin Löf suit l'idée du programme de Hilbert, donc de montrer avec la théorie de la démonstration la cohérence dans ce calcul, et il a une preuve de cohérence donc, qui généralise la preuve de Girard, et il peut montrer la normalisation qui entraîne la cohérence de ce calcul. Alors malheureusement, donc, cette preuve est faite dans un système plus fort que type de point type, donc comme on s'attend avec le théorème de Gödel, et en fait, ce système est contradictoire. Donc Girard peut construire une preuve de contradiction dans ce système, et donc à cause de ça, donc Martin Löf attribue ce paradoxe dans ce système à l'imprédicativité, et à la place, il introduit une stratification des univers, donc cet univers de tous les types, qui rappelle la stratification des propositions introduites par Russell. Et ceci entraîne qu'on va considérer donc, des systèmes qui sont strictement plus faibles que l'arithmétique donc, second ordre, l'analyse. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, donc une alternative, c'est d'affaiblir le principe d'identification des propositions et des types. On obtient ainsi le calcul des constructions, qui est un prédicatif, qui contient f oméga, et unifie donc, dans les notations termes et preuves, ce qui permet une formulation très concise de la logique. Et donc, on veut garder ce système de notation qui est aussi utilisé donc, dans le calcul des types de Martin Löf. Alors, Martin Löf, dans ce système, dans ce papier, montre comment écrire un algorithme de typage en supposant la normalisation. Donc, on pourra utiliser cet algorithme de typage une fois qu'on aura un système avec normalisation. De manière indépendante, donc Debrun, dans le système automate, décrivait un algorithme similaire de typage, mais sans preuve de correction. La correction de cet algorithme repose sur une propriété syntaxique de confluence du lambda calcul que Martin Löf présente dans ce papier de manière très, très élégante. Et cette propriété de confluence n'est plus vérifiée si on ajoute la état-conversion. Mais cette propriété de confluence est cruciale pour montrer que l'opération de bêta-réduction préserve les types. Donc que le système a de bonnes propriétés. Il est de plus difficile d'écrire une sémantique ensembliste du calcul des constructions pour établir la cohérence. Donc on a vu une autre preuve syntaxique dans la leçon précédente. Et il est aussi difficile d'écrire une sémantique ensembliste du système de Martin Löf tel qu'il est présenté dans le papier 1972 ou le papier de 1973. Donc, ce qu'on va présenter dans cette leçon, c'est une notion de modèle donc, qui va être utilisée dans les leçons suivantes. Donc la leçon suivante va utiliser cette notion pour montrer la normalisation. Et dans la deuxième partie du cours, donc, je présenterai les modèles de l'univalence. Donc cette notion de modèle va permettre d'éviter de reposer sur des propriétés syntaxiques non robustes. Et une intuition très profonde, donc, qui vient des travaux de Martin Löf et de Peter Hancock, c'est de remplacer la propriété de confluence par le fait que si M et N sont convertibles, alors M et N doivent avoir la même sémantique. Donc l'idée, c'est que l'idée qui vient aussi des travaux de Church, c'est que la forme normale est un analogue de la sémantique d'un terme. Donc le fait, dans la propriété de confluence qui dit que si M et N sont convertibles, alors ils ont la même forme normale, va être remplacé par cette propriété qu'on attend des modèles, que si M et N sont convertibles, alors ils ont la même sémantique. De plus, donc la notion de modèle que je vais présenter utilise une métathéorie faible. Et on va essentiellement considérer donc des systèmes de type avec une notion stratifiée d'univers. Dans ce cadre effectif, donc c'est un point sur lequel je voudrais insister, la notion d'univers est plus faible que la notion correspondante introduite par Grothendieck en théorie des ensembles. Donc on a une sorte
stratification des systèmes. Donc on a un système imprédicatif comme l'arithmétique du second ordre. On a l'arithmétique d'ordre supérieur, donc qui correspond à la théorie de Church, à laquelle on ajoute l'axiome de l'infini. Cette théorie-là est strictement plus faible que la théorie Zermelo, qui est elle-même plus faible que la théorie de Zermelo-Frankel, qui va être plus faible que la théorie de Zermelo-Frankel avec les univers à la Grothendieck. Et les systèmes qu'on va considérer, donc depuis le paradoxe de Girard, Martin Love considère que des systèmes strictement plus faibles que l'arithmétique du second ordre. Donc on a cette hiérarchie, et donc là c'est la théorie des types que je vais considérer aussi avec univers. Donc on va considérer théorie des types avec une hiérarchie d'univers. Ce système est plus faible que l'arithmétique du second ordre. Donc ce sont des théories faibles. Et en fait, la notion de modèle que je vais présenter, c'est une notion de modèle essentiellement de théorie équationnelle qui est encore plus faible que cette théorie-là. Et comme je l'ai écrit, donc ceci correspond bien aux intuitions de Poincaré, que la non-prédicativité, donc qui provient de ce système-là, est un principe très très fort en théorie de la démonstration. Alors, la notion de modèle que je vais présenter est semblable à la notion de modèle d'une théorie équationnelle, donc avec opérations qui ont une arité fixe et qui doivent vérifier des équations. Donc, bonne analogie, c'est avec la théorie des anneaux. Donc, la théorie des anneaux, c'est une théorie équationnelle. On n'a qu'une sorte et des opérations sur cette sorte. Mais même si on est seulement intéressé par les anneaux de polynômes, il peut être intéressant d'étudier les anneaux en général, donc, qui ont des bonnes propriétés, notion de morphisme entre anneaux. Donc la notion de modèle que je vais présenter est tout à fait similaire à la notion d'anneau. Et un modèle particulier, donc ça sera le modèle syntaxique, le modèle des termes qui va correspondre à un anneau de polynôme, si on veut. Donc comment je vais définir un modèle? Donc, comme pour les théories équationnelles, donc ça va être une théorie équationnelle avec plusieurs sortes. Donc un modèle sera constitué d'une collection de contextes que je vais noter gamma, delta. Donc ça c'est la première sorte de modèle, la collection de contextes. Ensuite, c'est la sorte des substitutions. Donc chaque fois que je vais avoir deux contextes delta et gamma, donc je vais introduire une sorte de substitution entre le contexte delta et le contexte gamma. Là, j'ai une sorte. Et maintenant, je vais introduire des opérations. Donc, en particulier, on a l'opération qui correspond à la substitution identique. Et on a une opération de composition entre les substitutions. Donc, si j'ai un contexte θ, delta, gamma, et si j'ai sigma et delta, je vais pouvoir composer sigma et delta. Et donc, j'ai ces opérations substitution identique, opération de composition, et je vais introduire des équations, donc les équations qui vont dire que cette opération est associative et que la substitution identique est neutre pour cette composition, opération de composition. Et finalement, on a un contexte initial, terminal, 1, tel que la sorte, cette sorte des substitutions de gamma dans 1, est un singleton. Et on notera comme ça l'unique flèche de gamma dans 1. Ensuite, on va introduire, si gamma est un contexte, on va introduire la sorte des types sur ce contexte gamma. Donc c'est la troisième sorte de ce calcul. Si sigma est une substitution de delta dans gamma, 1 est un type dans gamma, on a une opération de substitution donc, sur les types. Donc A sigma est dans le type de delta, et là je suis les notations de Martin-Löf. Et cette opération doit aussi vérifier les conditions similaires aux conditions pour la composition. Donc si j'applique la substitution identique à A, j'obtiens A, et on a une sorte d'associativité pour cette opération de composition. Et finalement, la dernière sorte de ce calcul, c'est la sorte des éléments de type gamma. Donc si A est un type dans gamma, j'ai une sorte des éléments de type A dans le contexte gamma. C'est la troisième sorte, la quatrième sorte, pardon. Et j'ai aussi une opération de substitution sur les termes ou les éléments de type A. Donc si sigma est une substitution de delta dans gamma, je peux appliquer cette substitution au terme T et j'obtiens un élément
de cette sorte. Et c'est bien formé parce que A sigma est bien un type dans delta. Et cette opération de substitution doit vérifier ces équations-là. Donc là, on a vu des opérations et des lois des équations. Une opération que j'introduis en plus pour avoir un modèle, c'est que si A est un type dans gamma, on peut former un contexte étendu. Donc je peux étendre le contexte gamma avec le type A. Et on a aussi les opérations de projection, donc substitution de gamma.A dans gamma, et un élément de ce... donc là, c'est un typo, donc je dois écrire lm. Donc on a un élément Q qui est de type AP. Donc comme P est une substitution de gamma.A dans gamma, et que A est un type dans gamma, j'ai bien que AP est un type dans gamma.A. Et donc je peux former cette sorte, et je vais imposer que j'ai une constante dans ce calcul qui est de ce type-là. Donc intuitivement, ça c'est l'opération d'extension de contexte par une nouvelle variable, et cet élément-là dénote la dernière variable de ce contexte gamma.A. Voilà. Et je vais imposer donc des équations, opération supplémentaire d'extension d'une substitution. Donc si sigma est une substitution de delta dans gamma, U est un élément de ce type-là, je peux former cette substitution-là, qui correspond à étendre une substitution avec un nouvel élément. Et j'aurai les équations suivantes donc, qui sont attendues. Donc celle-là, par exemple, dit que si je compose la projection avec cette extension-là, je vais obtenir la substitution sigma. Impose la commutation de ce diagramme-là. Donc, j'ai ces équations aussi suivantes, et en particulier cette équation-là, donc, qui est l'opération identique du contexte gamma.A. Non, gamma.A. Donc on peut vérifier que je peux former cette substitution-là, et j'impose que cette substitution doit être identique à la substitution à l'identité. Donc je vais introduire les notations suivantes. Donc si T est un élément de type A dans gamma, je noterai de cette matière par ce symbole la substitution de gamma dans gamma.A. Et plus généralement, donc si j'ai des termes du bon type, je pourrais noter de cette manière-là cette substitution-là. Et si sigma est une substitution de delta dans gamma, je noterai de cette manière-là cette substitution que je peux former également. Donc là, c'est T, pardon, c'est un typo aussi, donc je vais noter aussi. Très bien, merci. Donc, je vais introduire cette notation-là. T. Très bien. Et donc, je peux former, si j'ai une substitution sigma de delta dans gamma, je peux former ce diagramme-là. Et je noterai donc sigma plus cette substitution-là que je peux former de manière suivante. Et on peut vérifier ces équations-là, donc qui sont vérifiées avec ces définitions-là. Et donc, ceci donne une présentation alternative de la notion de modèle avec ces opérations de substitution unaire et de cette opération sigma plus qui permet de fabriquer ce diagramme-là. Donc, je vais très rapidement dans cette présentation. Ce qui compte, c'est qu'il est possible donc, de présenter la théorie des types de manière purement équationnelle. Donc, en résumé, un modèle est formé de ces 4 collections. Donc, si je veux former un modèle, je dois définir
4 collections avec des opérations d'arité fixe qui vérifient les équations que j'ai données. Alors, cette notion de modèle a été mise au point en 85-88, entre autres donc pour préciser les modèles du système F et du calcul des constructions dans les domaines. Donc, Girard avait mis au point le modèle du système F dans les domaines, une variation des domaines de Scott. Et en fait, donc on s'est rendu compte que pour être précis en quel sens on avait vraiment un modèle de ce système-là, il était vraiment utile de présenter théorie des types de cette manière par sorte, opération et équation. Et donc, vérifier qu'on a un modèle, vérifier à définir les sortes, comme des ensembles, définir les opérations et vérifier que les équations sont bien vérifiées. Donc, Thomas Erhardt, dans sa thèse, a une présentation avec ces opérations-là, et Pierre-Louis Curien a une présentation essentiellement équivalente à celle que j'ai donnée dans ce papier de 1989. Alors, dans les années 90, Martin Löf a reformulé ce calcul, donc reformulé cette notion de substitution explicite. Donc là, on a un calcul où on écrit explicitement les substitutions. Et la présentation donc, avec cette opération provient d'une version sans nom de ce système formulée par Peter de Beer dans ce papier. Alors Peter de Beer fait aussi une remarque importante, c'est que comme j'ai présenté le système avec cette opération de substitution et ces équations sur les substitutions, on peut voir que on peut penser à type comme un préfaisceau sur la catégorie des contextes. Donc j'ai dit que si A est un type dans gamma, et si sigma est une substitution de delta dans gamma, alors A sigma est un type dans delta. Donc en fait, type définit un préfaisceau sur la catégorie des contextes. Et on peut voir donc le LM comme un préfaisceau au-dessus de type. Et en fait, donc, si on voit donc, être un type dans gamma par Yoneda, c'est la même chose que de se donner une flèche de Yoneda de gamma dans type, comme ça. Donc ce diagramme de la propriété essentielle de l'extension des contextes peut être représenté par ce produit fibré dans la catégorie des préfaisceaux au-dessus de la catégorie des contextes. Mais en fait, dans cette présentation, donc, je vais insister sur le caractère élémentaire de cette notion de modèle. Donc je ne veux pas faire référence à une théorie des catégories ou comme ça, je veux seulement faire référence à la notion de théorie équationnelle avec des sortes et des opérations d'arité fixée. Donc il est possible, avec les équations que j'ai données, les opérations, de montrer que le diagramme suivant, donc ce diagramme-là, est en fait un diagramme de produit fibré. Donc c'est un très bon exercice en fait sur cette notion de modèle. Et ce qui est donc intéressant, c'est que je peux montrer que c'est un diagramme de produit fibré, mais dans une théorie, j'ai cette propriété, j'ai formulé cette notion de produit fibré dans une présentation purement équationnelle. Donc ça, on doit comparer ceci à la présentation des modèles par Cartmel, qui part de cette propriété de produit fibré, et donc qui repose sur cette propriété et qui n'est pas directement équationnelle. Donc la notion de modèle que j'ai présentée est purement équationnelle. Donc il y a un papier qui est très intéressant, donc complètement formalisé en théorie des types avec l'axiome d'univalence, qui contient une analyse formalisée de ces structures, donc les deux structures avec équation et cette structure avec produit fibré, et qui les compare donc, dans le cadre de la théorie des types avec univalence. Alors, une fois que j'ai une notion de modèle, cette notion-là, donc c'est une théorie des types très simple, j'ai juste une notion de contexte, de type, d'extension, et j'ai juste cette variable et cette opération de substitution. Donc si on veut une théorie des types intéressante, donc on va ajouter des opérations sur les types. Donc comment formuler par exemple le fait que j'ai une opération de produit dépendant? Donc là je vais ajouter une nouvelle opération sur les types. Donc si A est un type dans gamma, B est un type dans gamma.A, je vais ajouter une opération qui me permet de former ce type dépendant. Donc,
ce produit-là. Et j'aurai des équations par rapport à la substitution. Donc ça, c'est comment la substitution se comporte par rapport à cette nouvelle opération. Et je vais introduire donc, les opérations de lambda calcul, donc l'abstraction et l'application. Et là, j'utilise donc la substitution unaire. Donc, je peux formuler la loi de bêta-conversion de cette manière-là, en utilisant encore l'opération de substitution unaire, et je peux écrire la loi d'état-conversion de cette manière-là. Et cette loi d'état-conversion, avec l'opération de les équations de bêta-conversion, donc donne un isomorphisme canonique entre cet ensemble-là et cet ensemble-là, qui est naturel au contexte gamma. Donc ça motive tout à fait l'introduction de cette état-conversion. Donc si on veut une notion de modèle qui a de bonnes propriétés, on doit avoir l'état-conversion. Donc, une motivation. De manière similaire, donc je peux introduire une opération de somme, donc type somme dépendante, tout à fait similaire donc, au produit dépendant, et j'aurai la même équation pour la substitution, comment la substitution doit se comporter par rapport à cette opération, et je peux introduire donc si A et B, si A est un élément de type A et B est un élément de ce type-là, alors je peux former la paire AB qui va être un élément de la somme avec cette équation. Et j'ai les opérations de projection, donc comme on est habituel en théorie des types. Et de cette manière, on a un isomorphisme canonique entre ce contexte-là et ce contexte-là qui est naturel en gamma aussi. Donc on voit qu'on peut reformuler les opérations qu'on s'attend de la théorie des types de cette manière-là. Et l'avantage, c'est que c'est, une fois de plus, donc c'est de manière purement équationnelle. Alors le type d'égalité, donc si je veux l'introduire aussi, ça va être une nouvelle opération de formation de type, donc de cette manière-là, qui se comporte bien par rapport à la substitution. On a la preuve de réflexivité, qui se comporte aussi bien avec la substitution. Et finalement, on a la règle d'élimination, donc la règle d'élimination de la théorie des types avec égalité, qu'on peut écrire dans ce cadre purement équationnel, avec cette équation-là. Alors, quand on veut vérifier qu'on a un modèle donc, de l'égalité, donc, par exemple le modèle simplicial de Wojciechowski, donc, il est commode d'introduire une variation de cette formulation en introduisant ce type qui est le type singleton, donc qui est une manière dans ce formalisme d'écrire le type des éléments, donc c'était le type des chemins de source A, donc sigma x dans A, x est égal à A, et on dit que ce type-là est contractile en introduisant cette opération H qui exprime que tout élément de ce type des chemins est égal à cette paire A et la preuve que A est égal à A de réflexivité. Et une fois qu'on a cette formulation-là, on a juste besoin d'une opération de transport. Donc, si A est égal à B, je peux transporter toute preuve de P de A sur une preuve de P de B. Et cette formulation-là est très utile en fait, pour vérifier les modèles d'univalence que je présenterai par la suite. Alors, si on veut présenter la notion d'univers, donc là, notion d'univers en théorie des types, donc stratification d'univers, donc il est possible de le faire, et même donc, introduire une notion d'univers avec cumulativité. Donc là, j'aurais besoin d'introduire une fonction de décodage. Donc si x est un élément de type u, i, alors je peux décoder, donc x va représenter le code d'un type, et donc j'aurai une opération de décodage comme ça, ti. Et puis si je veux des univers cumulatifs, donc j'aurai une opération qui permet de passer d'un type à un type, d'un univers ui à un univers uj si i est inférieur ou égal à j. Et on introduit des codages. Donc chaque univers va réfléchir la collection des types. Donc chaque opération sur les types va être réfléchie par une opération sur l'univers. Donc là, principe de réflexion. Donc je ne vais pas faire la liste de donc, toutes ces équations. Ce qui est important, c'est une fois de plus, je peux exprimer la notion d'univers en introduisant des opérations et des équations. Et finalement, donc, je veux que uj
si I est plus petit que J, contient un code pour l'univers UI. Donc on introduit un tel élément. Alors, donc remarque sur cette notion de modèle. Donc ce sont des modèles pour une notion de théorie équationnelle avec des sortes. Donc ceci correspond en fait à une autre présentation de la théorie des types. Donc c'est une présentation de la théorie des types où je n'utilise pas des variables, des noms, mais on utilise à la place dans des indices de Debrun. Donc par exemple, ce terme-là, lambda x, lambda y appliqué à x, va être représenté dans ce formalisme de cette manière-là. Donc j'ai remplacé cette variable y par la variable q et cette variable x par donc cette q avec la substitution sur laquelle on applique la substitution p. Donc ça c'est une remarque qui est maintenant bien connue, mais qui était importante. C'était comment faire le rapport entre la notion d'indice de Debrun, qui avait été introduite par Debrun pour faire des preuves formelles, en fait pour prouver de manière formelle la propriété de confluence du lambda calcul, et cette notion de variable qu'on a dans ce formalisme purement équationnel. Et cette connexion a été mise en évidence donc, par Gérard Huet. Et par rapport à la théorie des types telle que présentée par Martin Löf donc en 71, 72, 73, une différence, c'est qu'on a un nouveau jugement, donc c'est un jugement de conversion, parce qu'on a une théorie équationnelle. Donc équation sur les types, par exemple, donc l'opération qui dit que si j'applique la substitution identique à A, c'est égal à A, donc là j'ai exprimé par une équation, et j'ai des équations sur les termes aussi. Et ça, c'est utilisé donc, à la place de définir la conversion comme bêta-conversion, donc de manière purement syntaxique. Et en plus, donc, différence par rapport au système de Martin Löf dans les années 71-73, on ajoute la état-conversion. Donc, comme dans la théorie, une théorie équationnelle, on a une notion de morphisme naturel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un morphisme? Donc, si j'ai deux modèles M et M0, un morphisme, ça va être une opération qui envoie donc, les contextes sur les contextes, les substitutions sur les substitutions, et qui préserve les équations, les opérations et les équations. Donc, c'est tout à fait similaire à la notion de morphisme entre anneaux. Et le modèle des termes, donc, maintenant, va pouvoir être spécifié comme le modèle initial pour cette notion de morphisme. Donc ça, c'est très important quand on veut implémenter donc, une théorie des types. Si on veut spécifier cette implémentation et vérifier que cette implémentation est bien correcte, maintenant on a une spécification, donc cette implémentation doit réaliser le modèle initial pour cette notion de modèle. Le point 2 donc, facilite la notion de modèle du calcul, mais il n'est pas du tout évident avec une telle présentation que les opérations, donc pi, sigma, identité, sont injectives pour le modèle initial. Donc ça, c'était le point essentiel que Martin Löf avait mis en évidence. Pour montrer la préservation des types par réduction, on a besoin que cette opération pi est injectif, mais ça, c'est propriété d'injectivité, est vraie seulement pour le modèle des termes. Donc Martin Löf avait une preuve purement syntaxique par confluence de cette injectivité. Ce que je vais présenter dans la prochaine leçon, ce sera une preuve sémantique par normalisation que ces opérations-là sont injectives pour le modèle initial. Donc, comme j'ai dit, c'est tout à fait analogue à la notion de théorie équationnelle. Chaque opération a une arité, et on a des équations. Donc là, la notation que j'ai utilisée, si je veux décrire le modèle initial, je vais être obligé d'avoir une notation très explicite. Donc, par exemple, l'opération de composition a 5 arguments. Donc, les contextes, donc quand je compose des substitutions sigma et delta, donc j'ai besoin de donner les contextes et de donner les deux substitutions. Donc, l'écriture explicite de cette opération de composition donc, est, comme en théorie du premier ordre, comme dans une théorie équationnelle, mais est très explicite. Donc, et l'opération qui dit que l'identité, la substitution identique vérifie cette loi-là pour la composition doit être écrite de cette manière-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une notation habituelle sans nom comme une notation informelle. Donc, par exemple, je pourrais définir un type contractile. Je vais utiliser simplement cette notation-là, qui correspond à cette notation-là avec nom. Mais donc, il faut bien se rendre compte que cette notation peut être ambiguë. Donc, en fait, par exemple, si je veux noter l'application,
je dois la noter vraiment de cette manière-là, avec le contexte et le type A et B. Donc C doit être de type pi AB et petit a doit être de type grand A. Donc, de même pour l'opération d'abstraction, doit être notée de cette manière-là. Alors, il doit être possible de justifier les notations usuelles du lambda calcul en utilisant les idées dans le livre de Thomas Streicher, qui met au point une méthode en fait, pour montrer qu'on peut vraiment donc, utiliser la notation usuelle du lambda calcul, donc l'application juste avoir C et A, et l'abstraction juste avoir B. Mais ceci repose, donc c'est un travail qui n'a pas été encore fait, donc c'est un travail à faire, mais ceci doit être possible. Donc je vais juste utiliser la notation usuelle comme une notation informelle dans cet exposé-là. Mais j'espère, donc ça doit pouvoir rendre complètement précis. Donc là j'ai donné, dans les transparents, donc j'ai donné description du modèle initial, modèle des termes, qu'on peut voir comme un système de type, en utilisant ces notations informelles-là. Donc la loi pour l'application est notée comme ça. Donc je vais avoir un système de type et je vais avoir des équations. Et la plupart des équations, on peut inférer les types. Donc là, par exemple, il n'y a pas trop d'ambiguïté pour ces types-là. Dans certains cas, on doit écrire les types explicitement. Donc, par exemple, si je veux écrire qu'il n'y a qu'une seule substitution de delta dans 1, je dois préciser le type de sigma. Donc, si je veux écrire que sigma est égal à la seule substitution de delta dans 1. Alors, remarque sur cette notion de modèle. Donc, cette notion de modèle est peut être exprimée dans une théorie très très faible, puisqu'elle utilise juste la notion de théorie équationnelle. Mais donc, on peut formuler quand est-ce qu'un modèle donc, qui vérifie pi sigma identité univers. Donc j'ai montré comment exprimer qu'un modèle, dans un modèle, comment exprimer la notion de contractibilité. Et donc je vais pouvoir exprimer quand est-ce qu'un modèle vérifie le principe d'univalence. Et de cette manière-là, complètement élémentaire, on doit obtenir une notion de modèle qui doit correspondre à la notion de infinité topos. Donc, mais infinité topos élémentaire. Donc, alors la définition d'infinité topos dans le livre de Lurie repose sur la notion d'ensemble simplicial et de quasi-catégorie, et donc repose sur la structure de modèle au sens de Quillen sur ces ensembles du H-joyal. Mais ces développements sont tout à fait non effectifs. Et il est vraiment étrange donc, qu'une notion si fondamentale de infinité topos ait besoin de principes si forts. Donc là, j'ai une notion qui doit correspondre à la notion d'infinité topos élémentaire, qui est formulée de manière purement algébrique. Et en utilisant cette notion, on peut développer des concepts qui apparaissent dans l'étude des infinités topos. Comme je vais montrer un exemple donc, par la suite. Alors, exemple de modèle, donc, le modèle ensembliste. Donc, si on considère une théorie des ensembles avec une notion d'univers à la Grothendieck et une hiérarchie d'univers contenue dans un univers U oméga, on peut construire un modèle, le modèle ensembliste. Donc là, la sorte des contextes devient cet univers. Et les substitutions, donc delta et gamma sont interprétées par des ensembles. Cette sorte des substitutions de delta dans gamma est juste l'ensemble des fonctions de delta dans gamma. Comment définir cette sorte des types dans ce modèle? Donc si gamma est un contexte, donc, si delta est un contexte, donc un ensemble, le type, cet ensemble-là, type de delta, va être juste l'ensemble des fonctions de delta dans U oméga. Donc j'ai besoin de définir chaque sorte comme un ensemble, donc c'est pour ça que j'ai introduit cet univers U oméga. Et si A est un type dans gamma, je vais définir les éléments de type A dans gamma, donc ça va être juste les sections de cette famille d'ensembles. Et je peux définir la notion d'extension en utilisant cette opération de Sopp dans la théorie des ensembles, et je peux définir donc cette substitution-là de cette manière-là. Donc il est très simple, une fois qu'on a défini une notion de modèle avec sorte, opération et équation, de vérifier que on a un modèle de cette théorie-là en théorie des ensembles. Alors que, comme je l'ai dit, donc c'est très difficile en fait de vérifier que la théorie des types telle que formulée par Martin Löf en 72-73, avec cette hiérarchie d'univers, a un modèle en théorie des ensembles.
Je peux définir le modèle de préfaisceau. Oui, c'est ça. Donc, si C est une petite catégorie, donc là, et là, j'ai dit que j'utilise la théorie des ensembles avec univers à la Grothendieck, mais en fait, donc Peter Axel a mis au point une théorie des ensembles intuitionniste avec univers, donc qui a la même force que la théorie des types avec univers, donc qui est plus faible que le système imprédicatif. Donc, on peut utiliser cette métathéorie à la place pour définir les modèles de préfaisceau aussi. Donc, comment je vais définir un modèle de préfaisceau? Donc là, si C est une petite catégorie, j'utiliserai ces notations. Donc X, Y, Z, c'est les objets de cette catégorie. F, G, les flèches de la catégorie. Un contexte sera juste interprété par un préfaisceau sur C à valeur dans U oméga. Donc là, c'est encore un ensemble, ces préfaisceaux. Donc c'est juste une collection d'éléments gamma de X avec des opérations de restriction. Une substitution sera juste une transformation naturelle, et je peux définir un type, donc un type A dans type de gamma. Donc ça va être juste un préfaisceau sur la catégorie des éléments de gamma. Donc concrètement, ça va être une famille d'ensembles de cette forme-là, avec des opérations de restriction. Et un élément T dans cette sorte-là sera juste une section, donc une famille d'éléments qui vérifie ceci. Donc, une fois de plus, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, le point sur lequel je veux insister, c'est qu'une fois qu'on a cette notion de modèle, il est très simple et élémentaire de construire les modèles de préfaisceau. Donc là, j'ai donné la définition des univers. Et là, c'est une définition possible. Je ne vais pas essayer de préciser ça. Donc, le point essentiel, c'est que il est possible de définir la sémantique des univers dans ces modèles-là. Donc, quels sont les exemples de modèles de préfaisceau? Alors, pourquoi on a besoin, comment on peut utiliser cette notion de modèle? Donc, c'est par exemple pour montrer que des propriétés ne sont pas prouvables. Donc là, par exemple, donc la loi du tiers exclu, donc qui est formulée en théorie des types de cette manière-là, que non X implique X, n'est pas prouvable. Et pour cela, il suffit de construire un modèle dans lequel cette loi-là n'est pas valable. Donc là, pour construire un exemple, donc c'est un exemple qui est utilisé donc en théorie des topos, donc c'est la catégorie libre à un objet et une flèche. Donc les préfaisceaux sont un ensemble X avec une flèche. Et donc si on considère cet objet-là, donc l'ensemble des antinaturels avec la flèche successeur, alors on peut vérifier donc, pour ce type-là, dans ce modèle de préfaisceau, donc A n'a pas d'élément global, donc parce qu'un élément global, ça va être un élément qui est invariant par la flèche, et non A a un élément global. Donc j'obtiens un modèle dans lequel je peux prouver la négation du clair exclu. Enfin, ou plutôt, je dois le formuler de la manière suivante, on obtient un modèle dans lequel la négation du clair exclu est valide. Donc ceci montre que le principe du clair exclu n'est pas prouvable en théorie des types. Et qu'est-ce que ça veut dire n'est pas prouvable en théorie des types? C'est que ce principe-là n'est pas valable dans le modèle initial. Donc il peut être surprenant que l'interprétation des univers peut être faite de manière algébrique. Donc, ceci a été mis en évidence donc, par Martin Hoffman dans ce papier-là. Et si on essaye de faire la même chose pour les modèles de faisceaux, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème pour définir les univers. Donc, l'essai naturel de définir un modèle des faisceaux marche très bien pour le produit dépendant. Sigma, l'identité, on obtient une notion d'identité extensionnelle. Mais si on essaye de définir les univers, en fait, il y a un problème. Parce que donc, si on essaye de définir UN de X comme l'ensemble des UN faisceaux sur X, on ne peut pas satisfaire la notion de recollement qui est nécessaire pour les faisceaux. Donc le recollement va exister, mais il sera seulement unique à isomorphisme près en général, et pas unique strictement, comme cette notion de modèle le demande. Donc quand je vérifie que c'est une notion de modèle, je dois vérifier, vraiment les équations doivent être vérifiées strictement. Et donc là, si j'ai une égalité qui est vérifiée à isomorphisme près, je n'ai pas un modèle en ce sens précis-là. Donc ça, c'est une motivation pour introduire
une généralisation de la notion de faisceau, et qui en fait, donc, c'est la notion de champ, et cette notion-là va permettre de modéliser donc, les faisceaux, mais ça sera pour les théories des types avec univalence. Donc un modèle de préfaisceau qu'on peut former, c'est le modèle de préfaisceau sur la catégorie simpliciale delta. Donc là, dans ce modèle, les contextes sont les ensembles simpliciaux. Mais pour obtenir le modèle de Vrbowski, on doit faire une construction de modèle interne. Donc le modèle des préfaisceaux ne va pas au-dessus de la catégorie simpliciale. Donc ça sera un modèle de la théorie des types avec univers, mais cela ne va pas vérifier l'axiome d'univalence. Donc là, j'ai présenté deux exemples de modèles, le modèle ensembliste et les modèles de préfaisceau. Maintenant, je vais donner deux exemples de construction de modèles. Donc si on a un modèle, si on a des modèles, comment construire des nouveaux modèles? La première opération que je peux former, c'est la notion de modèle interne, qui est très intuitive, en fait. Donc c'est si on suppose qu'on a une opération donc C de A, qu'on peut former sur les types, qui vérifie ces équations-là, et qui est clos par les opérations qu'on peut former sur les types. Donc on suppose qu'on a des éléments comme ça, qui disent que si, intuitivement, donc là c'est un typo, donc A doit être, petit a doit être un élément dont petit a doit dire intuitivement que le type A vérifie la propriété C, et petit b dit que B vérifie la propriété C aussi. Donc si la propriété C est close par produit dépendant, par somme dépendante, par univers, et on peut aussi avoir une condition sur l'identité, donc on va pouvoir définir un nouveau modèle interne, simplement en prenant la même notion de contexte, mais en redéfinissant la notion de type. Donc je vais redéfinir la notion de type. Je vais dire qu'un type, c'est un couple, grand A et petit a, où A est un type du premier modèle, et petit a est une preuve que grand A vérifie la propriété C. Donc ça, c'est une opération très naturelle. Et je vais donc former le modèle, je vais restreindre les types aux types qui vérifient cette propriété C. Donc ça, on obtient, c'est très facile de vérifier qu'on obtient un nouveau modèle. Et donc, je dois donner aussi, j'aurais dû donner dans la transparent, donc la nouvelle notion d'élément. Donc, un type, maintenant, ça va être une paire. A. Et donc, je vais définir les éléments de ce type-là. C'est juste les éléments au sens du premier modèle de type A. Donc ça, c'est une opération qui est très naturelle quand on considère cette notion de modèle. Et je vais former comme ça des nouveaux modèles de la théorie des types. Donc là, je voudrais donner deux exemples de cette technique de construction de modèles. Donc le premier exemple a été formulé de manière purement syntaxique comme une opération de transformation de programme. Donc là, c'est un exemple où on définit C de A comme étant l'ensemble des flèches de E dans A. Donc dire que A vérifie la propriété C, c'est dire qu'on peut trouver une flèche de E dans A, où E est un type fixe dans U0. Donc là, pour cette notion C, c'est très simple donc, de définir des opérations qui montrent que si grand A vérifie C et B vérifie C, alors le produit vérifie C, que C est close par sigma, et même que l'univers, donc si je forme les types qui vérifient C dans un univers donné, ce nouveau type va aussi vérifier C. Donc là, donc j'ai vérifié que C est clos par ces opérations sur les types, donc je peux former un nouveau modèle de la théorie des types. Et ça, donc, c'est extrêmement intéressant de manière syntaxique, parce que donc, ça définit, si on analyse de manière syntaxique, ça définit une opération de transformation de programme qui est très bien décrite dans ce papier par Pedro et Tabarro, qui permet
donc, pour un programme donné, de le transformer en un nouveau programme qui vérifie qu'on a une fonction de E dans A. Donc si on force E à être un type d'exception en termes de programmation. Donc quand on regarde ça de manière syntaxique, on a cette propriété-là. Donc si je forme un type M dans ce contexte-là, alors pour transformer ce programme en un nouveau programme dans ce nouveau modèle. Et ça, c'est une application donc, très intéressante au niveau de la théorie de la démonstration. Ceci permet de montrer que le principe de Markov est admissible. Donc qu'est-ce que dit le principe de Markov? Il dit que si je montre, si j'ai une preuve de non-non, il existe un entier P de n, où P est une propriété décidable, alors je peux transformer ce programme en une preuve, donc j'ai une transformation de ce programme, en une preuve d'existence. Donc ça, c'est une propriété remarquable de la théorie des types, qui dit que, donc en général, cette application-là, le principe de Markov n'est pas prouvable en théorie des types, mais à la place, je peux montrer que ce principe est admissible. Donc si j'ai une preuve close de non-non, il existe n, alors je peux transformer cette preuve en une preuve d'existence explicite. Et donc ça a été programmé en fait, donc par Pedro et Tabarot. Et donc on a une technique qui permet, étant donné une preuve en théorie des types de cette manière-là, de transformer cette preuve en une preuve sigma n P de n. Donc remarque, c'est que cette transformation-là, syntaxiquement, marche aussi si on a un type de tous les types. Donc, de manière syntaxique, pour moi, c'était vraiment surprenant de pouvoir faire une telle transformation syntaxique qui réalise cette loi de théorie des types. Donc, la loi qui dit que si A est égal à B, M est de type A, alors M est de type B. Donc, cette loi-là va être préservée par cette transformation. Donc, de manière syntaxique, c'est assez surprenant, mais en fait, donc, si on voit au niveau des modèles ce qui se passe, c'est plutôt clair, puisque la notion d'élément oublie la deuxième composante. Donc c'est intuitif que les éléments, cette loi-là va être vérifiée pour ce modèle. Donc cet exemple-là, là je donne dans les transparents un exemple précis où on peut utiliser cette transformation-là, donc transformer une preuve non effective d'existence en une preuve effective d'existence. Pour un autre exemple, donc cette fois en théorie des types avec univalence, donc ce papier-là, par Andrew Swan, donc contient une preuve donc, du théorème de Schreier-Nielsen sur les groupes libres, donc en théorie des types avec univalence. Et dans ce papier-là, donc à un moment, donc Swan donne une preuve constructive dans l'M, preuve constructive donc il a trouvée d'abord, mais qui a l'air un peu complexe. Et pour motiver cette preuve-là, Andrew Swan donne un autre argument classique pour cette preuve-là. Et en fait, donc l'argument constructif peut être obtenu à partir de cet élément classique en utilisant cette transformation de programme. Alors, cette méthode de modèle interne est en fait la méthode qui est utilisée donc, par Vovovsky pour construire le modèle simplicial. Donc, Vovovsky se restreint au type, donc dans ce modèle simplicial, des préfaisceaux sur la catégorie delta, on va se restreindre au type A, tel que cette flèche-là, donc vérifie la propriété de Kahn, comme ça. Donc ça se définit une propriété d'un type A dans ce modèle-là, et on peut définir C de A avec un isomorphisme, donc LM gamma C de A est isomorphe à cette propriété-là. Et c'est de cette manière que Vovovsky construit son modèle de l'univalence. Donc en fait, quand on veut construire le modèle d'univalence, on doit vérifier que cette propriété C préserve les opérations qu'on peut former sur les types, donc l'opération de produit dépendant, de somme, l'identité, et comme ça. Et donc en fait, ceci se ramène à prouver ceci, cette implication-là. Donc si A vérifie cette propriété de Kahn, B vérifie cette propriété de Kahn, alors le produit dépendant vérifie cette propriété de Kahn. Mais en fait, donc, quand on veut construire ce modèle-là, on peut montrer que cette implication-là n'est pas constructive. Donc en fait, et pour montrer cette implication-là,
donc c'est tout à fait non trivial. Wojciechowski utilise le fait qu'on a une structure de modèle de Quillen qui vérifie une propriété particulière. Et la preuve de ce fait, donc, dans les présentations usuelles de la théorie des ensembles simpliciaux, repose sur l'axiome du choix. Donc, dans ce papier, par Joyal-Tierney, donc Joyal-Tierney donne une preuve qui n'utilise pas la réalisation géométrique, mais cette preuve utilise les fibrations la notion de fibration minimale qui, elle, utilise l'axiome du choix. Donc c'est ceci qu'on devra faire donc, quand on voudra construire le modèle de l'univalence. Donc on peut définir, j'avais dit qu'il était difficile donc, de donner un modèle ensembliste du calcul des constructions tel que je l'ai présenté la dernière fois. Donc là, je peux, dans ce formalisme-là, on va redéfinir le calcul des constructions comme étant un calcul qui a un type des propositions, donc c'était la notation que j'ai utilisée la dernière fois, et une opération de décodage. Donc si x est une proposition, on va décoder x comme un type. Et le produit imprédicatif sera représenté par cette opération-là. Donc là, si on veut définir le modèle ensembliste, en interprétant le type des propositions par l'ensemble 0,1, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème. C'est un problème donc, typique de genre de problème qu'il arrive quand on veut construire des modèles. C'est un problème de cohérence. Et donc, je vous l'ai montré dans les transparents. Je ne vais pas insister sur cet exemple-là. Je vous l'ai montré dans les transparents comment résoudre ce problème de cohérence avec cette notion de modèle. Donc là, c'est très similaire au modèle interne, où on redéfinit la notion de type et d'élément. Donc là, on va introduire un nouveau modèle en redéfinissant la notion de type, donc en fait en codant les types qui sont vraiment des ensembles et les types qui viennent des propositions. Et avec cette nouvelle notion de type et nouvelle notion d'élément, on peut alors définir une opération qui vérifie l'égalité stricte. Donc là, c'est le problème de cohérence. Donc c'est tout à fait semblable au problème qu'on a pour les modèles des faisceaux. C'est qu'on veut un modèle, mais en fait, donc, si on fait les calculs, dans ce modèle-là, on aura bien cet ensemble-là sera bien au plus un singleton, mais peut-être ça ne sera pas strictement le singleton qui interprète 1. Donc on va avoir un problème de cohérence. C'est un sous-singleton qui va être isomorphe, un singleton qui va être isomorphe à celui-là, mais qui ne va pas être strictement égal à ce singleton-là. Et donc pour résoudre ce problème de cohérence, donc on utilise cette technique-là. Et donc c'est un exemple très simple qui est utilisé beaucoup de fois donc pour résoudre des problèmes de cohérence dans les modèles. Et Max Schulman donne beaucoup d'exemples de ces techniques-là dans ses papiers. Donc avec cette redéfinition de modèle, donc ce nouveau modèle, on peut de cette manière-là donner une nouvelle preuve que le calcul des constructions ne peut pas avoir des preuves de ce type-là. Alors, donc maintenant je vais donc finir par la dernière opération sur les modèles que je voulais présenter. Donc c'est l'opération de recollement. Et cette notion de morphisme donc exact à gauche, qui est absolument donc essentielle pour les modèles, pour étudier ces modèles-là. Donc ça va correspondre à la notion de foncteur qui est exact à gauche, donc qui préserve les limites finies. Mais donc c'est une notion, dans cette notion-là, donc qu'est-ce qui remplace les limites finies? C'est l'opération d'extension des contextes. Donc qu'est-ce qu'un morphisme exact à gauche? Donc un morphisme strict, c'est un morphisme qui envoie les contextes sur les contextes, les opérations sur les opérations. Donc par exemple, un morphisme strict va vérifier que si j'envoie le contexte gamma.a, donc ça doit être égal strictement à cette opération d'extension de contexte dans le nouveau modèle-là. Donc ça va être la condition. C'est une condition pour un morphisme strict. Et pour un morphisme exact à gauche, je vais affaiblir cette condition-là
Donc on a toujours un morphisme. Si psi est un morphisme qui envoie les contextes sur les contextes, les types sur les types, les termes sur les termes et les substitutions sur les substitutions, qui est un foncteur pour la catégorie contexte, on a toujours cette flèche-là. Et ce que je vais demander, c'est que cette flèche-là ne soit pas une égalité, comme ça c'est la condition pour les morphismes stricts. Je vais juste demander que cette flèche-là est inversible, est une bijection. Et je vais aussi demander donc, que la flèche canonique de psi de 1 dans 1 est inversible. Et ce qui est remarquable pour cette notion de morphisme exact à gauche, c'est que je n'impose pas de conditions supplémentaires par rapport aux produits dépendants, sigma, identité et univers. Donc je ne demande pas que ces morphismes-là préservent le produit dépendant, ou préservent sigma, ou préservent l'identité. Et donc, une fois que j'ai cette notion de morphisme exact à gauche, je vais définir une notion de recollement de modèle. Donc ça, c'est tout à fait similaire à ce qui se passe donc, en théorie des topos. Donc ça, c'est la version pour les topos de Grothendieck et pour les morphismes de topos qui sont exacts à gauche. Donc on peut définir un nouveau modèle. Donc qu'est-ce que c'est un contexte pour ce nouveau modèle? Un contexte, ça va être un triple, donc gamma 0, gamma alpha, où alpha est une substitution de gamma 0 dans psi de gamma. Une substitution d'un contexte dans un autre contexte va être juste un couple sigma 0 sigma. Donc une substitution dans les modèles M0, une substitution dans le modèle M avec cette condition de commutation. Et il y a une notion naturelle de type au-dessus d'un contexte. Donc c'est juste un couple A0A. A est un type dans gamma. Et A0, maintenant, ce n'est pas un type dans gamma 0, mais c'est un type dans gamma 0 étendu avec psi de A alpha. Donc ça, c'est définition de type dans ce modèle. Et finalement, un élément de ce type-là va être un couple A0A, où petit a est un élément de grand A dans le modèle M, et A0 est un élément de ce type-là. Donc ceci définit un nouveau modèle de la théorie des types, G de sigma. Donc a priori, c'est juste un modèle pour un modèle simple, où j'ai juste les contextes, opération d'extension de contexte et substitution. J'ai un morphisme de projection de ce nouveau modèle qui s'appelle le modèle de recollement, modèle de psi dans M, qui est un morphisme strict. Et donc j'ai ce résultat-là, qui est tout à fait similaire donc, au résultat semblable pour les topos de Grothendieck dans cette référence-là, qui attribuait et une version donc, de ce théorème de recollement pour les topos existe aussi pour les topos élémentaires, donc attribué à Mike Tierney par Gavin West dans ce papier-là. Donc c'est le théorème suivant, donc, qui est dû à Simon Hubert et à Christian Sattler, qui n'est pas publié, qui dit la chose suivante. Donc pour les topos élémentaires, ça dit quoi? Ça dit que si j'ai un foncteur exact à gauche entre deux topos élémentaires, la catégorie que j'obtiens par recollement va être un topos élémentaire. Donc là, le théorème que j'obtiens, c'est que si M et M0 ont une structure de produit, alors je peux munir ce modèle de recollement d'une structure de produit. Si elles ont une structure de somme, je peux munir le modèle de structure de somme. Et finalement, donc, si elles ont une structure d'égalité, je peux munir le modèle de recollement d'une structure d'égalité. Et finalement, donc, si j'ai une structure d'univers, je peux munir ce modèle de recollement d'une structure d'univers. Donc, dans le cas du produit et de la somme, comme ces opérations sont caractérisées par une condition universelle, une fois que j'ai défini le modèle, donc, il n'y a pas le choix pour vérifier que j'ai une opération de produit. Donc la preuve n'est pas simple, mais elle est élémentaire. Donc ceci vient du fait que je ne manipule que des notions élémentaires. Donc la notion de modèle a été définie comme un modèle de théorie équationnelle. La notion de morphisme strict, morphisme exact à gauche, a été définie de manière équationnelle. Quand je vais vérifier ça, je sais a priori que la preuve, si le résultat est valable, la preuve peut être montrée de manière purement équationnelle. Et c'est le cas.
Donc pour l'univers, c'est juste donné par le couple des univers dans les deux modèles. Et je vais donner l'interprétation de l'égalité dans des cas particuliers de recollement seulement. Donc maintenant, quelle est la notion cette notion de ce théorème-là, cette version de ce théorème-là pour les modèles qui vérifient l'univalence? Donc ça, c'est la notion qui a été énoncée par Christian Sattler, aussi non publiée. Donc si M et M0 sont des modèles donc avec pi, sigma, identité et univers et univalence, donc pour vérifier que le modèle de recollement vérifie l'univalence, j'ai besoin d'une condition supplémentaire qui correspond à la notion d'ordre supérieur de dire que psi est exact à gauche. Et c'est cette notion-là qui dit que le morphisme-là, ce morphisme psi doit envoyer un type contractile sur un type contractile. Donc ça, c'est la condition supplémentaire dont j'ai besoin pour vérifier l'axiome d'univalence dans le nouveau modèle. Une autre manière de le vérifier, de le formuler, cette condition-là, est de dire que le morphisme psi doit préserver l'identité. Donc, l'identité peut être vue comme une sorte de limite dans ce cadre-là. Donc c'est la version infinité topos du fait que psi doit être exact à gauche, et ceci, donc, c'est une version infinité topos de ce résultat de recollement par le long d'un morphisme exact à gauche. Donc je voulais terminer par donner un exemple de recollement. Donc et dans la prochaine leçon, donc, je donnerai un autre exemple de recollement pour montrer la canonicité. C'est le recollement le long de l'application identique. Donc l'application identique, c'est un morphisme exact à gauche qui préserve la notion de contractilité. Donc on en déduit une structure de modèle sur le modèle de recollement qui vérifie l'univalence si M la vérifie. Et ça, c'est un modèle qui était connu donc, en théorie de la programmation, qui est le modèle de paramétricité. Donc, modèle qui avait été décrit dans ce papier-là. La notion de paramétricité qui est fondamentale donc, en théorie des sémantiques des langages de programmation. Donc, elle est introduite par Reynolds pour capturer le fait que des programmes polymorphes se comportent de manière uniforme. Donc, par un exemple, c'est le programme de tri se comporte de manière uniforme par rapport au type sur lequel on fait le tri. Alors, de la même manière que le modèle interne, cette opération de former des modèles par modèle interne peut être formulée de manière syntaxique, cette notion de modèle de paramétricité, donc de recollement le long du morphisme identique, avait d'abord été formulée de manière syntaxique comme transformation de programme. Donc ça, je présente dans cette transparent comme elle a été formulée dans le papier sur la paramétricité. Donc c'est aussi une opération purement syntaxique de transformation de programme qui est très très élégante et qui correspond donc à ce modèle de recollement le long de l'application du morphisme identique. Donc par exemple, en utilisant cette transformation de programme, on peut montrer que tout programme qu'on peut former de ce type-là va être égal dans un sens donné à l'application identique. Donc tout programme est paramétrique. Donc un corollaire de ce théorème de recollement est donc que toute preuve d'univalence est paramétrique. Donc si j'ai un modèle qui vérifie l'univalence, le modèle de recollement le long de l'application identique va montrer que cette preuve est paramétrique. Ce qui peut être vérifié directement, et donc ça a été vérifié en fait syntaxiquement. Donc Pedro et Tabarot ont aussi implémenté cette transformation de programme et ont vérifié de manière syntaxique que si on ajoute l'axiome d'univalence, alors on peut montrer l'axiome d'univalence dans ce nouveau modèle de paramétricité. Donc en conclusion, donc on a présenté une notion de modèle pour une théorie des types avec pi, sigma, identité et univers. Si le modèle vérifie l'univalence, on peut penser à ce modèle comme un infinité topos élémentaire, une notion d'infinité topos élémentaire. Le modèle des termes est le modèle initial, pour une notion de morphisme strict. On peut construire des modèles de préfaisceaux au-dessus d'une petite catégorie. On a une notion naturelle de modèle interne, et le modèle simplicial, donc le modèle de Vovovsky, est un exemple de modèle interne dans le modèle de préfaisceau au-dessus de la catégorie simplicielle.
Et finalement, donc on a défini la notion de morphisme exact à gauche et de recollement de modèle le long d'un tel morphisme, recollement qui préserve l'univalence si ce morphisme préserve l'égalité. Et je vais terminer là-dessus.